Bien, alors aujourd'hui nous sommes avec Maurice et Francine pour relater un petit peu les événements de mai 68. Mai 68, vous vous rappelez, comment avez-vous vécu ces événements? Eh bien, mai 68, il y a 50 ans, il faisait un temps magnifique, nous étions très jeunes, j'avais à peine 22 ans, Francine à côté de moi en avait 21, on était très amoureux, nous avions prévu de nous marier dans l'année, et voilà, mai 68, c'était des événements, comment dire, euh, consécutifs à déjà une longue période de, pas de tension, mais une petite révolte des jeunes de notre âge, que ce soit dans les usines, dans les universités, à l'école, un petit peu partout, entre la politique du moment et ce qu'aspirait la jeunesse de cette époque-là. Cheveux longs, mini-jupe, Oui. liberté, Ouais. voilà, peace and love. Révolution contre les parents, l'éducation des parents, qu'on achetait un petit peu au panier, d'ailleurs on est parti de chez nous, parce qu'on ne supportait plus j'allais dire, la volonté des parents un petit peu trop prenante et autoritaire, oui, absolument autoritaire, et ça on n'en voulait plus non plus. Donc, il faut dire qu'à cette époque, la majorité, c'était pas 18 ans, on était majeur à 21 ans. Donc la période après l'adolescence était une période très très compliquée. Avoir de l'autonomie, à la fois financière et de l'autonomie, disons, sociale en quelque sorte, c'était très compliqué. mais sinon, mais moi je l'ai pas trop vécu parce que j'étais pas à Paris, j'étais dans la région parisienne et puis ça se passait plutôt bien. Tout ce qui se passait avec les combats de rue, je ne l'ai pas subi, disons. J'étais plutôt cool. Cool, c'est le cas de le dire. Ah oui, moi qui travaille à Paris, j'ai parfois été coursé par les policiers, mais je courais assez vite à l'époque. Comme on faisait tout à pied, je travaillais du côté de la porte d'Orléans, j'essayais de prendre un train gare de l'Est, je traversais Paris, et forcément, j'arrivais dans les endroits un petit peu chauds du quartier latin, où j'avais à l'époque quelques amis, où je m'arrêtais pour boire un coup, et c'était pas toujours très très drôle. Maurice, Francine, merci pour ce témoignage. Bonjour monsieur, alors nous aimerions savoir si vous avez vécu mai 1968 et si vous en avez des souvenirs, si vous pouvez nous raconter un petit peu cet événement. Oh, moi en 68 j'avais 8 ans, donc évidemment j'ai pas beaucoup de souvenirs quand même. Hein. C'était à la maison, il y avait les infos qui tournaient à la radio, on sortait de certaines tensions. Mon père était ouvrier, donc il faisait pas grève parce que c'était une petite boîte, mais à Besançon il y avait des grèves dans d'autres usines qui étaient importantes. Hein. Et ma foi, mon seul vrai souvenir en fait de 68, c'était plutôt ma tante qui faisait des provisions de farine, de sucre, d'huile, tout ça, il avait plein ses placards. Et alors là, c'était vraiment, enfin moi ça m'avait vraiment étonné parce que je me rendais pas compte vraiment pourquoi elle faisait ça, quoi. Et vous avez des photos ou des souvenirs que vous pourriez nous montrer pour qu'on puisse mettre dans la vidéo? Alors là, non, là, enfin, si je faisais des recherches chez ma mère, peut-être qu'elle en trouverait, mais tout, comme c'était en Franche-Comté, toute la documentation est là-bas. Là, ici, à la loupe, non, j'ai rien du tout. Je n'ai même plus mon permis de conduire, de 75, qui aurait pu avoir un petit rapprochement avec la tenue de l'époque. Bon, monsieur Belnet, on vous remercie, et puis bonne chance dans la suite de vos événements. Voilà. Merci les Gaudois. Bien, suite de notre reportage sur mai 68, nous sommes avec Daniel. Daniel, vous aviez quel âge en mai 68? J'avais 13 ans, donc j'étais en classe primaire, enfin dernière classe primaire, puisque j'ai pas fait les cours la 6e, donc je me suis arrêté
CM3, je crois, à l'époque, CM3. me semble-t-il. Et, allez. Oui, ce que je voulais dire, c'est que à 13 ans, loin de la cohue parisienne, puisque au fin fond de la Sarthe, dans une petite ferme de la Sarthe, les événements nous parvenaient par parcimonie. Ouais, vous avez vécu ça de très loin, donc. Hein. D'assez loin. Hein. Et vous êtes rendu sur Paris, non, à cette époque-là, avec vos parents ou... Non, pas du tout, non. Pas du tout. Mes parents étaient de la campagne, dans une ferme, donc aucun intérêt d'aller sur Paris à cette période, en tous les cas. D'accord. Et après, comment dirais-je, à 13 ans, la perception, nous, qu'on avait, on avait l'impression que c'était très très loin. Déjà Paris, pour nous, c'était... Et par la suite, donc, vous vous êtes rendu compte que c'était quand même un moment très important. Ah oui, c'est que quand même pas mal d'années plus tard que l'on s'est rendu compte de l'impact que mai 68 a eu sur la société en matière sociale, sur des tas de sujets dont on pourrait, qu'on a dû évoquer d'ailleurs un peu partout dans les médias. Et vous pensez qu'il reste quelque chose de mai 68 maintenant ? Forcément, ouais. Forcément. L'héritage, je vous dis, l'impact a été quand même assez important, très important. Et puis, oui, je pense que notre manière de vivre à l'heure actuelle découle beaucoup de cette période-là. Oui. Et vous pensez que l'on pourrait revivre de tels événements actuellement ? C'est un petit peu chaud chez nous, là. Sincèrement, je ne pense pas. Je ne pense pas du tout. Le contexte n'est pas du tout le même. Il y a des revendications, effectivement, mais il y a énormément d'aides sociales à l'heure actuelle qui font que ça éteint souvent les incendies. Je ne pense pas qu'on puisse revivre ça. Non. Ok. Ben écoutez, on vous remercie beaucoup de nous avoir reçus et puis merci de nous avoir transmis ces anciens souvenirs. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Bon, nous sommes avec Alain, donc toujours pour parler de mai 68 et puis de savoir un petit peu comment vous avez vécu ces événements. Mai 68, déjà j'avais 19 ans, donc j'étais jeune à l'époque, et je m'en souviens bien parce que c'est la journée où j'étais libéré du service militaire. Donc on nous a obligés de prendre le premier train pour Paris, parce que c'était le seul pour pouvoir rentrer, parce qu'on était au courant de rien. On n'avait pas d'infos, on n'avait rien du tout. Donc je m'en souviens bien, donc j'ai pris le train. Et chose bizarre aussi, c'est que dans le compartiment, il n'y avait personne. Donc j'ai fait tout le trajet Tarbes-Paris, allongé, j'étais bien tranquille. Mais bon, le problème, c'est qu'arriver sur Paris, c'était une autre galère. Ouais. Parce qu'il y avait plus de transport en commun, il y avait rien. Donc de la gare jusqu'à chez moi, j'habitais à Agnières, je suis rentré à pied. J'ai bien essayé de faire du stop, mais vous savez, à l'époque, au service militaire, on était... Les cheveux, il n'y en avait pas beaucoup. On était rasés, donc j'avais plutôt l'air d'un taulard qu'autre chose. Donc je suis allé à la maison à pied. D'accord. Vous avez suivi les manifestations en direct alors ? Pratiquement, puisque donc une fois chez moi, je suis resté une journée ou deux, j'ai plus le souvenir exact, et j'ai été retrouvé quand même mon entreprise pour essayer de travailler et tout. Et là, il y avait piquet de grève et tout. Et j'ai rencontré un ou deux collègues. Et puis, entre guillemets, on s'est dit, tiens, on est jeunes, on va faire comme les autres. Donc, on est monté, boulevard Saint-Germain, dans ce secteur-là. Et on va dire que j'ai fait deux après-midi, 2 soirées de barricade. D'accord. Mais pas trop méchant. Quoique ça cognait quand même, des deux côtés. Des deux côtés, parce que les pavés volaient. Et puis, le deuxième jour, il y a une chose bizarre. Alors, j'ai du mal à m'expliquer ma réaction. On arrive sur le barricade et un jeune, à peu près à nos âges, nous demande qu'est-ce que vous faites là, vous ? Je dis pourquoi vous venez comme vous ? Nous, ici, c'est des étudiants.
Ah ouais. Je dis parce qu'on n'a pas le droit, les ouvriers. Ça, alors je sais pas si ça m'avait marqué et tout, ça m'est resté tout le temps. Et dans ma tête, je me suis dit, attends, je vais te faire voir, j'ai peut-être pas de diplôme, mais quand j'aurai fini ma carrière, j'aurai ma situation. C'est ça que je t'expliquais tout à l'heure, qui m'est resté. D'accord. Donc en fin de compte, j'ai suivi ça pendant à peu près 2 jours. Et après, ça m'avait vexé un peu, sa réaction du bon, démerdez-vous, faites votre révolution tout seul. Je suis parti, j'avais des amis qui étaient cultivateurs dans la Normandie. Donc à l'époque, j'avais une voiture, on était jeunes, mais on avait les moyens d'avoir une voiture, hein, parce qu'on pouvait travailler. Donc je suis parti là-bas, puis j'ai attendu que ça se passe. J'avais le gîte et le couvert. Je travaillais, bien sûr. Puis j'ai attendu que ça se calme pour reprendre mon travail. Okay. Parce qu'on avait la chance de pouvoir travailler. Et à cette époque-là, c'était pas 35 heures. Celui qui voulait travailler, il pouvait faire 50, 60 heures la semaine. Et vous pensez qu'il reste quelque chose de mai 68 actuellement? Bah, les restes, je crois que ça s'est pas mal étiolé. Au départ, on a eu pas mal de choses. C'est vrai qu'au niveau travail, mais aujourd'hui, pour moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. On a un gros problème, c'est qu'il n'y a pas assez de travail. Et sans le travail, effectivement, ça peut pas aller. Ça peut pas aller. Nous, on a eu cette chance. Hein. Si vous voulez travailler, on a travaillé. Ok. Donc voilà le peu que... Et ça m'est resté, vous voyez, ça fait 50 ans, mais ça, j'ai toujours ça en mémoire. Ben écoutez, on vous remercie beaucoup pour votre témoignage. Hein, et merci. De se rappeler de ces vieux souvenirs, parce que ça fait 50 ans, effectivement. Hein. Donc merci beaucoup. Hein. Je vous en prie, voilà. Avec plaisir. Bien, encore un reportage donc sur mai 68. Voilà, aujourd'hui nous sommes avec Jean-Jacques. Donc Jean-Jacques, comment avez-vous vécu ces événements? Alors, évidemment, j'ai 71 ans, c'est pas d'hier que 68 était en train de se faire, mais j'ai quand même 2 bonnes choses qui me sont frappées à vie, qui resteront toujours pour moi faciles à retenir. C'est une très bonne nouvelle, quelque chose qui me portait au paradis, et puis quelque chose qui était moins agréable. Alors, je vais commencer par la bonne chose, c'est qu'en 68, au mois de mai, j'avais ma femme qui attendait un bébé, c'était mon premier bébé, Sandrine, qui est née au début octobre. Donc au mois de mai, elle était à mi-chemin entre... voilà. Gros et événement. donc, pour moi, Sandrine, 68, c'est d'abord la naissance de mon premier enfant. Ça, c'est... Alors à l'époque, j'étais tellement dans un petit nuage d'euphorie que j'aimais autant les CRS que les étudiants. Moi, j'aimais tout le monde. Donc, je n'ai pas vraiment d'animosité, pardon, ni contre l'un ni contre l'autre. Je m'en occupais pas trop parce que j'avais quand même qu'un seul objectif. Je travaillais dans l'imprimerie de mon père, qui était bourré de dettes, entre guillemets, déjà à l'époque. Donc, c'était pas évident tous les jours. Et j'avais la tête dans le guidon pour être sûr que comme ma femme, mon bébé est arrivé, j'avais quand même fait le nécessaire pour que ça passe au niveau économique. Et donc, à l'époque, c'était prémonitoire par rapport aux événements d'aujourd'hui. J'imprimais, j'avais décroché un super contrat pour le guide de la famille des cheminots, où il y avait une vingtaine de régions, avec de la publicité, c'était vraiment des bouquins en noir, mais c'était un énorme contrat à l'époque pour nous. Peu importe le montant, je m'en souviens plus, mais pour moi, c'était vital. Et on avait des pénalités de retard. Et donc, pour moi, c'était impossible que cette commande que j'avais dégotée, qui était importante, qui mettait l'entreprise en ordre de marche, enfin économiquement, et ne soit pas livrée à l'heure. Or, je sous-traitais la composition de ces textes à l'imprimerie François Rouret-au-Mur, à l'époque. Et donc, j'allais chercher, un beau matin, j'ai été chercher toutes mes cellos d'un ou deux guides qui étaient déjà prêts. Et malheureusement, il y avait forcément un piquet de grève, parce que François était également bloqué, en piquet de grève. Et là, j'étais tellement énervé, je voyais tellement d'enjeux pour moi, je voulais ni regarder ici 68, ni la bonne cause, ni la mauvaise cause. J'ai un petit peu élevé la voix, mais moi, je vais rentrer, vous allez voir si vous allez m'empêcher. Pour moi, c'est vital, machin, et le ton a monté.
jusqu'à ce que je prenne un ramponneau, parce que l'autre il était plus épais que moi, apparemment j'avais pas trop regardé la différence de poids, et donc bah, on nous a séparés assez vite, bon on a pris quelques coups de poing un peu à gauche à droite, ça s'est retrouvé avec un petit peu de pharmacie, donc c'est pas là forcément l'époque, le moment que je me souviens le plus idéal. Voilà, en gros c'est un beau souvenir, ma fille, loin de là, et puis un petit souvenir qui n'était pas forcément agréable pour moi. Et ça se passait sur Paris alors? En plein Paris, on a enfin travaillé comme secrétaire chez les Parfumina Ricci à côté de l'Olympia. Donc je vous dis pas, pour aller accompagner ma femme le matin avec ma voiture, on habitait dans le 18e rue Rabet, avec les embouteillages qu'il y avait, on partait à 7h moins le quart le matin, et puis il fallait la chercher le soir, c'était quand même très compliqué, en pleine révolution de 68. Mais bon, c'était pas ça, j'étais pas forcément bloqué par ça, je n'avais pas trop d'opinion là-dessus. Moi je voyais qu'il fallait pas m'empêcher de travailler dans ce que j'avais, parce que mon bébé arrivait. Voilà, c'est ce que je retiens de 68. Ok, d'accord. Eh bien, merci pour ce témoignage. Je vous en prie. Merci de nous avoir reçus. Hein. C'est moi qui vous remercie, ça m'a fait plaisir de me remettre ces souvenirs. Bien sûr. Bonne continuation et bonne journée. Eh bien, merci. Bien, nous sommes toujours en reportage donc pour les 50 ans de mai 68. Donc aujourd'hui avec Serge. Serge, vous aviez quel âge en 68? 20 ans. 20 ans? Oui. 20 ans. Et vous étiez où? À Compiègne, dans l'Oise. Et vous faisiez quoi à Compiègne, dans l'Oise? J'étais fondeur en aluminium, dans une fonderie d'aluminium. D'accord. Ça consistait en quoi À fondre de l'aluminium pour faire des lingots, pour partir un peu partout, dans des usines chez Renault et tout ça, pour refaire des pièces en aluminium. Ok. Et donc les événements de mai 68, vous les avez vécus comment? On a fait grève pendant 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, on nous a dit qu'il fallait reprendre le boulot vite fait, parce que sinon le patron il fermait la boîte. Et on a eu 50 centimes d'augmentation à cette époque-là, et il fallait 15 ans pour récupérer les 3 semaines de grève. Et à cette époque-là, le SMIC, enfin les salaires ont augmenté. 50 centimes, ça me paraissait très peu. Vous n'avez pas obtenu d'avantage? Non, pas d'avantage. 50 centimes à l'époque. Sinon, le patron il fermait la boîte. Voilà. Parce que on avait bloqué tous les portes pour plus que de camions sortent et tout ça. Et puis, on a même fait la Manche. On allait quémander chez des gens pour pouvoir dépasser des voitures. On allait chercher on faisait la Manche, quoi. On allait récupérer un peu de sous. Bon, moi, ça me dérangeait pas trop, comme j'étais célibataire. J'avais personne à cette époque-là. Hein. Puis, ça s'est fini comme ça. Hein. On a retravaillé. Et après, j'ai jamais plus fait grève. Et donc vous étiez dans la région parisienne? Oui, dans l'Oise, c'est pas la région parisienne, là, c'est déjà beaucoup plus bas. Hein. Et vous avez été sur Paris pour voir un petit peu les manifestations, ce qui se passait? Non, jamais, moi je m'occupe pas de ça. Hein. Ouais. J'avais déjà assez d'affaires où c'est que j'étais, c'est tout. Hein. Ah non, on n'a jamais fait la bagarre, on n'a jamais rien fait. Hein. Non. C'est tout. Ok. Oui, écoutez Serge, merci pour votre gentillesse. Hein. Voilà, on est très content d'avoir eu votre témoignage. Voilà, merci. Bien, aujourd'hui nous sommes avec Bernard, donc toujours pour parler de mai 68. En mai 68, vous étiez où? J'étais à Beaune, je travaillais dans une entreprise qui fabriquait des engins pour couper le marbre de Comblanchien, et peu après, et j'ai vu les événements, je les suivais à la radio. Ma mère, une fois, elle m'a dit il faut aller défiler en ville parce qu'il y a beaucoup de monde. On y était, c'était géant, géant. C'était une première pour Beaune? C'était une première pour Beaune. Ouais. C'était une première. On n'a jamais vu ça. Jamais vu ça. Jamais. D'accord. Et on continue à suivre, et quand il y a eu les accords de Grenelle, on s'en souvient, c'est 30% d'augmentation pour le SMIC, pour les salariés, c'était inespéré. Et dans votre société, vous avez également obtenu des avancées? Oui. C'était partout. Hein.
C'était partout que les salaires ont bondi et on voyait ça. Et vous avez suivi à la télévision donc les événements, les manifestations. À Paris, c'était un petit peu chaud. À Beaune, ça s'est passé comment? Moi, je me souviens, quand je suis arrivé en 71 à Paris, il y avait encore des jeunes qui narguaient la police, qui couraient. C'était incroyable. En 71. 3 ans après. Mais à Beaune, il n'y a pas eu de problème avec la police. C'était uniquement un défilé ou c'était juste un défilé, hein, un défilé massif, quoi. Et vous pensez qu'on pourrait revivre un mai 68 en ce moment? J'espère. J'espère. De tout cœur. Hein. Ouais. Parce que vous pensez qu'il y a des problèmes au niveau de la société? Et il faut savoir quand même que les salaires, les retraites sont bloquées, les prix augmentent, donc ça peut pas aller. Les gens n'ont plus de sous là en ce moment. C'est une situation difficile. Une situation très difficile, ouais. Ok. Écoutez, on vous remercie pour ce témoignage. Hein. Donc, merci Bernard. Et puis, l'avenir nous dira ce qui va se passer dans quelques jours. Voilà, au revoir. Au revoir. Bien, alors aujourd'hui, nous sommes à Saint-Élipse, une petite commune donc autour de la Loupe. Et nous sommes avec Dominique, qui va nous parler un petit peu des événements de mai 68. Alors, moi, en mai 68, je travaillais dans l'armée comme personnel civil et j'étais à l'état-major de cette caserne. Ouais. Et nous avions, début mai, l'armée ne bougeait pas trop. Simplement, il y avait quand même... on avait des messages comme quoi les troupes les appelés devaient rester en caserne. On avait aussi des messages, il fallait l'entretien des blindés, réviser un petit peu ce qu'il y avait comme problème dans les camions pour les transports des troupes. Et puis aussi le stock des armes. Voilà, ça c'était un petit peu début mai. Après, fin mai, là, c'est devenu beaucoup plus sérieux, surtout quand De Gaulle s'est éclipsé. Oui. Là, les gradés, les officiers, etc., commençaient un petit peu à... Oui, c'est-à-dire que ça commençait à devenir un petit peu plus chaud, et puis, effectivement, on ne savait pas trop ce qui allait se passer, quoi. Hein. Oui. Ouais. Et vous aviez quel âge? J'avais 20 ans. Ouais. J'avais 20 ans. Alors, moi, je travaillais donc à l'état-major, j'avais tous ces renseignements, et j'avais tous les amis qui étaient soit étudiants, soit lycéens, et c'était pas facile, Et vous étiez où, exactement? Alors, j'étais à Amiens, 22e division militaire, à l'état-major. Et voilà, c'était pas très facile. Alors justement, quand De Gaulle est parti et que ça a commencé vraiment à devenir sérieux, là, les messages, tous les blindés, toutes les troupes, etc., allaient vers Paris. Et moi, j'étais j'avais un peu peur. Un petit peu inquiète? Inquiète, oui. Surtout qu'il y avait des officiers il y en avait qui étaient sympas, qui disaient on tirera pas sur la foule, mais il y en avait d'autres, si, ils traitaient les gens de bolcheviques, de machin, enfin, etc. Donc ils étaient prêts à en découdre, donc ça allait un petit peu vers une espèce une guerre civile. Ouais. Parce que de mémoire, il était parti voir le général Massu en Allemagne. Hein. Mais ça, on ne le savait pas tout de suite. On ne l'a pas su tout de suite. Ça a été 3 jours comme ça. On était un petit peu plus consignés. Je me souviens, on avait les badges, on avait tout ça pour rentrer à la caserne. Donc c'était... Oui, j'avais un petit peu peur de tout ça. Et puis De Gaulle, ça reste toujours un général. Hein. Donc c'est vrai que lui était pour la rigidité un petit peu. Mais enfin, les messages que nous avions venaient de la 2e région de Lille, qui venait de on ne sait pas qui. C'était quand même... Moi, j'avais vraiment peur, Donc j'ai prévenu quand même mes amis pour leur dire ne manifestez pas, n'allez pas à Paris, parce qu'il y en avait beaucoup qui voulaient aller à Paris.
Et je leur avais dit Ouais. non. Vous êtes resté dans le nord de la France, vous n'avez pas été à Paris voir les événements? Non, j'y suis pas allée. Non, parce que j'étais prise un petit peu entre deux. Hein. Oui, bien sûr. Moi, j'entendais des choses de l'armée qui étaient quand même pas faciles à entendre. Et puis mes amis qui, eux, metiraillaient un petit peu en disant « Oui, mais toi, pourquoi tu fais ça ?» etc. Voilà, quoi. J'étais un petit peu, oui, prise entre deux chaises. C'était difficile, quoi. C'était difficile. Mais, voilà, quoi. Sincèrement, je paniquais un petit peu, quand même. Parce que les messages devenaient de plus en plus sérieux. Et puis, au bout de 2-3 jours, tout s'est arrêté net. On a donné ordre à l'armée, aux blindés, etc., qui quand même commençaient à cerner un petit peu Paris. D'après ce que je comprenais, parce que nous, personnel civil, on nous avait mis un petit peu de côté. Voilà. Tandis que les PFAT qui étaient là, etc., elles bon, je connaissais bien une qui me donnait quelques petits tuyaux comme ça. Mais enfin, j'ai tapé quand même des choses qui étaient quand même pas évidentes, quoi. Pas évidentes. Oui. Ok, bah écoutez Dominique, on vous remercie pour ce témoignage. Hein. Oui, bah c'était un témoignage. C'est un peu loin maintenant les souvenirs, donc. Mais c'était une période qui ouvrait aussi sur le monde, quoi. Sur le monde. Ouais. Et puis moi, c'était bien, quoi. C'était bien ce qui s'est passé. Enfin, moi, je trouve que il fallait que ça arrive. Ouais. Et vous pensez qu'il reste quelque chose de mai 68 actuellement? Alors actuellement, je sais pas. Je ressens quand même un petit retour en arrière. Ouais. C'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de choses à cette époque-là, parce qu'on a eu pas mal de choses. La liberté est folle. Hein. Voilà. Après, bon, j'ai quitté l'armée parce que c'était pas tellement mon truc. Donc, je suis parti, je suis venu sur Paris et puis j'ai fait d'autres choses. Mais oui, il y avait une liberté folle. On pouvait tout dire, on pouvait tout faire. C'était magnifique. C'est plus difficile maintenant hein, de refaire la même chose. Oui, pour les jeunes maintenant, pour tout le monde. Enfin, moi maintenant, ça va. Mais ça devient dur quand même. Ça devient dur quand même. Encore merci hein, pour votre témoignage. Pas de problème. Bien, alors aujourd'hui nous sommes avec donc Anne et Claude Limoff. Claude qui est bien connu pour la création de ces jeux éducatifs. J'ai pu comprendre qu'en mai 68, donc vous étiez à Paris. Vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Moi, je faisais pas de jeux, choses comme ça, donc je finissais des études d'ethnologie, et donc voilà, j'ai été inscrite à la fois au Musée de l'Homme et au Collège de France avec Lévi-Strauss pour suivre le séminaire de Lévi-Strauss, enfin, etc. Donc, dans pas mal de lieux d'étudiants bien situés dans le secteur, et du coup on a assez vite on s'est retrouvé à organiser des réflexions, du travail sur notre métier à venir, enfin, et comment penser l'ethno, les sciences humaines, la société dans un monde qui surgissait, quoi. Donc on s'est retrouvé à faire un comité d'action, notamment, qui se trouvait rue Monsieur le Prince, dans l'école des hautes études, dans l'école pratique des hautes études à l'époque, c'était pas encore. Et donc, avec des gens comme Jean Rouche, comme Meyassou, des gens un peu plus âgés que nous, mais dont on était les étudiants et qui ont largement participé à
à ce qu'on travaille ensemble sur la réflexion sur le colonialisme, l'impérialisme et ces choses-là. Donc voilà, donc on a occupé l'école des hautes études, on a occupé le musée de l'homme, on a occupé le CNRS, on a occupé pas mal de choses à l'époque qui étaient des centres un peu stratégiques dans la pensée scientifique, et bon, ce que je disais avant, c'est les sciences humaines étaient récentes dans leur organisation en tant que discipline, et c'est sûr que elles ont sans doute joué un rôle dans l'organisation de la pensée et qui donnait des outils un petit peu pour réfléchir et penser le monde un peu autrement et à s'interroger sur notre rôle de blanc et de penseur qui sait tout face au monde, quoi. Donc tout ça, voilà. Bon, allez, cause un petit peu de toi. Voilà. Et c'est à cette époque-là que vous vous êtes rencontrés, je crois. Et on s'est rencontrés à la fin de 68, ouais. Donc où on a au musée de l'homme décidé, bon à l'époque il y avait un peu sous l'impulsion de Michel Léris, de Jacqueline Delange, de gens comme ça, qui étaient les africanistes, qui ont été sans doute les plus actifs, un peu les américanistes aussi, mais au musée de l'homme, et qui avaient décidé de faire une exposition qui s'appelait Le passage à l'âge d'homme. Donc voilà, je peux dire que j'ai rencontré mon homme à une exposition qui s'appelait Le passage à l'âge d'homme. C'était assez rigolo, quoi. Voilà, donc... et comme à l'époque, il manquait au musée de l'homme, le scénariste, enfin le responsable du musée ne voulait pas s'impliquer dans cette galère, et bien voilà, Claude Santrac, on appelle les scénographes aujourd'hui. Voilà, mais qui à l'époque était le responsable de la muséographie. Donc, donc ce passage à l'âge d'homme, c'était toute une réflexion sur les rites initiatiques de par le monde, mais également chez nous, qui font passer la jeunesse de la jeunesse à l'âge adulte avec l'engagement responsable du passage, quoi. Donc voilà, allez. En ce qui me concerne, c'est un peu différent. D'abord, je suis un peu plus âgé, et il se trouve que bon, j'ai fini mes études en 65, après un passage de type arts appliqués et beaux-arts, et j'avais demandé, je préférais faire un service de type coopération plutôt qu'un service militaire, et j'ai eu la chance de l'obtenir. Donc ce qui fait que fin 65, je suis parti en Afrique, où je suis resté 1 an et demi. J'ai eu au passage, par exemple, vu Bokassa prendre le pouvoir, donc c'est pas 68, mais ce sont des événements qui donnent l'idée que quelqu'un puisse de capitaine devenir colonel, puis colonel général, puis général maréchal, puis président de la République, puis empereur, sont quand même des chemins, et tout ça en moins de 10 ans, sont quand même des chemins impressionnants. Bon alors, au passage, en Afrique, j'étais en relation très amicale avec une équipe de musicologues et qui, voyageant dans le pays, avaient fini par devenir des collections d'objets, et donc on proposait à la présidence de la République de fabriquer un musée, enfin de fabriquer plutôt, d'organiser un musée dans des locaux existants, et on manquait de scénographes, on manquait d'architectes, enfin, etc. Et donc voilà, je me suis trouvé un peu responsable de la mise en forme de tout ça, et j'ai un très bon camarade qui s'appelle Bernard Sulro, qui lui a été chargé de tout ce qui était image. Et donc alors, et quand je suis revenu à la mi-67, j'ai retrouvé une France qui n'avait pas beaucoup changé. Par contre,
moi j'avais encore des réflexes d'étudiant, tout d'un coup je me confrontais à l'idée qu'il fallait, il fallait travailler, donc il fallait accepter une discipline quotidienne, puis hebdomadaire, puis mensuelle, puis annuelle, c'est-à-dire que après ce temps extraordinaire vécu en Afrique, ça faisait un peu, ça manquait un peu d'avenir, d'idée d'aller au bureau à la même heure tous les matins, etc. Donc ce qui fait que tout ce qui donnait, selon moi, liberté par un peu de voyage, par je sautais sur toutes les occasions pour ça. Et puis on a vu peu à peu la tension, pas la tension, mais plutôt l'énergie montait. Et moi, je travaillais à l'époque, je travaillais dans une entreprise de mobilier contemporain de très haute gamme. Et déjà, je contestais ce qu'on me demandait en disant que j'aurais préféré travailler pour les prix uniques, ce qu'à l'époque, justement, Terence Coran, enfin, non, les Anglais ont fait. Ouais. Autrement dit, les choses étaient déjà en route et je me rendais pas compte que le business était déjà si bien organisé. La question que je voulais vous demander, c'est au niveau de votre recherche artistique, est-ce que mai 68, ça l'a influencé Alors, je vais vous dire certainement. Certainement, d'abord parce que je vois pas comment la jeunesse ne serait pas que des couches d'influence qui se sédimentent et qui un jour vont faire que ça va réapparaître. Et alors, donc il y a eu beaucoup d'émissions. Je fréquentais quand même les mêmes bistrots qu'avant. J'en trouvais d'anciens camarades, enfin, etc. J'en connaissais d'autres. Et alors, ce qui est extraordinaire à l'époque, c'est combien pendant un certain temps se sont gommées les différences d'origine, à la fois sociales, mais aussi professionnelles. Moi qui étais, je dirais, des études artistiques, qui étaient un peu techniques, mais qui avaient une culture forte sur l'histoire de l'art, etc. Je sortais un peu d'une époque où dans ces écoles on dit dessine et tais-toi, si ton boulot est bon, t'as pas besoin d'en parler. Et donc j'ai rencontré peu à peu, notamment dans les sciences humaines, comme le disait Anne, mais aussi chez des ingénieurs, etc., des gens qui semblaient avoir besoin de la manière dont moi je pouvais raconter le monde. Donc ça donnait l'idée qu'on était tous capables de communiquer et en oubliant des hiérarchies qui étaient très fortement organisées par rapport à ceux qui étaient allés très longtemps à l'école, qui avaient des diplômes sérieux, etc. Donc alors ça c'est un souvenir fort que j'ai 68 et ça a duré pendant 10 ans après. Et vous pensez qu'il reste quelque chose Mais moi je crois qu'il en reste quelque chose, mais simplement on digère beaucoup. Toute la communication, la facilité de contact, et puis en dehors de ça, les systèmes socio-économiques, enfin, etc. Donc, qu'on le veuille ou non, chacun est retourné au boulot. Donc, il fallait bien gagner sa vie, puis on fonde des familles, etc. Bon, tout ceci sont des destinées ordinaires. La période a été, je trouve, extrêmement intéressante dans des groupes de travail plus ou moins organisés comme on les a connus, par exemple avec cette expo Passage à l'âge d'homme, où tout d'un coup, j'ai pu parler avec des gens comme Michel Derys, qui était, qu'on a déjà évoqué, qui était quand même un intello de première, et qui avait un parcours, et lui qui a fréquenté les surréalistes, qui était déjà dans les penseurs et dans les méthodes. Et en même temps, il était encore imprégné, par exemple, d'une forme de poésie. Et il me semble que la poésie classique telle qu'on l'a connue, c'est quelque chose qui s'est transformé avec 60 000. Là, il faudrait faire un peu plus s'interroger un peu plus sur la manière dont les choses se sont vécues. Alors là, vous parlez des surréalistes, mai 68, non, ça serait venu un petit peu des... Non, je me garderais bien d'avoir une idée comme celle-là.
ça demanderait un travail énorme de rechercher. Probablement qu'on trouverait des filiations, comme on peut en trouver avec Marcel Duchamp, etc. Tous ceux qu'on va considérer comme des iconoclastes. Non, les choses se sont intéressantes, se sont trouvées, se sont organisées presque naturellement quand on est entré dans ce projet de l'expo. Parce que tout d'un coup, on savait quoi faire. On ne savait pas comment le faire, mais on savait quoi faire. Et à partir de ce moment-là, des choses se sont décidées, certaines qui étaient évidentes pour ceux qui avaient des formations théoriques ou qui parlaient au nom de l'anthropologie, de l'ethnologie, etc., de l'histoire de l'Afrique. Enfin, bon. Et puis, il y avait des possibles qui étaient aussi rendus évidents par des participations comme la mienne. J'étais pas le seul à m'occuper de ces questions-là. Donc, il y avait... et là, il y a eu vraiment un dialogue qui a cassé beaucoup les barrières entre les disciplines. Et c'est ça que je noterais et entre les institutions, parce que bon, je sais que moi je me suis retrouvé, j'appartenais à, j'étais dans le groupe qui dépendait d'une recherche, j'étais en thèse, mais pour participer à ce qu'on appelle aujourd'hui le genre du DEA ou des masters et des choses comme ça, j'étais dans un groupe qui appartenait au Musée de l'Homme. Mais il y avait des choses intéressantes qui se faisaient dans un groupe de l'École des Hautes Études. Et à l'époque, avant 68, ça aurait été impensable de penser d'une structure à une autre. Donc je me suis pointé à l'École des Hautes Études, et là, j'ai dit, il y a un terrain dans les Landes, etc., j'aimerais bien y participer, etc. Donc, le responsable de cette formation a dit, c'est pas possible. Mais là, tous les élèves ont dit, comment c'est pas possible? Bien sûr que c'est possible. Et du coup, j'ai fait toute l'année et le terrain avec l'équipe des hautes études, avec qui j'étais pas au départ. Et ça a permis des échanges entre non seulement dans la discipline, mais entre des structures. Avant, il fallait être inscrit là, des interactions qui, malgré tout, ont élargi et dans la mesure où les étudiants étaient d'accord et où ça circulait, on travaillait ensemble, et puis voilà, quoi. Et il fallait pas que le patron vienne dire, mais non, elle n'est pas inscrite, enfin, ça s'est fait naturellement, quoi. Donc, ces côtés-là, je pense, étaient quand même... Et puis, je dirais aussi que... moi, je sais qu'après, j'ai embarqué des choses très... notamment d'intérêt pour des choses, des disciplines de l'Orient, enfin, du Japon et des choses comme ça. Et c'est quand même à cette époque-là que sont arrivés à Paris des gens comme Deshimaru, qui ont introduit le zen en France et qui ont commencé à marquer une sorte de vision globale et beaucoup moins partialisée sur les choses. Et moi après j'ai embarqué des proches de Deshimaru, enfin des gens comme ça, qui sont vraiment arrivés dans les années 68, 69 et qui ont fait toute une communauté japonaise, notamment à Paris. Et je m'en souviens maintenant, j'avais pas pensé, mais moi j'y suis allé quelques années plus tard, mais c'est dans ces années-là qu'ils sont arrivés et qui ont vraiment marqué un autre regard sur le développement intellectuel de l'époque, choses qui sont encore là aujourd'hui, quoi. Ok, écoutez, Anne, Claude, on vous remercie pour ces riches témoignages. 50 ans déjà, hein, c'est une sacrée époque. Merci à tous les deux. On n'a pas tout dit. Encore merci. Ciao.